même encore seul, devant Dieu qui l'a formé. Albertine nouait ses bras derrière ses cheveux noirs, la hanche renflée, la jambe tombante en une inflexion de col de cygne qui s'allonge et se recourbe pour revenir sur lui-même. Il n'y avait que, quand elle était tout à fait sur le côté, un certain aspect de sa figure, si bonne et si belle de face, que je ne pouvais souffrir, crochue comme en certaines caricatures de Léonard, semblant révéler la méchanceté, l'âpreté au gain, la fourberie d'une espionne dont la présence chez moi m'eût fait horreur et qui semblait démasquée par ces profils-là. Aussitôt je prenais la figure d'Albertine dans mes mains et je la replaçais de face. « Soyez gentil, promettez-moi que, si vous ne venez pas demain, vous travaillerez, » disait mon ami en remettant sa chemise. « Oui, mais ne mettez pas encore votre peignoir. » Quelquefois je finissais par m'endormir à côté d'elle. La chambre s'était refroidie, il fallait du bois. J'essayais de trouver la sonnette dans mon dos, je n'y arrivais pas, tâtant tous les barreaux de cuivre qui n'étaient pas ceux entre lesquels elle pendait, et à Albertine qui avait sauté du lit pour que Françoise ne nous vît pas l'un à côté de l'autre, je disais « Non, remontez une seconde, je ne peux pas trouver la sonnette. » Instant doux, gai, innocent en apparence et où s'accumule pourtant la possibilité du désastre. Ce qui fait de la vie amoureuse la plus contrastée de toutes, celle où la pluie imprévisible de soufre et de poids tombe après les moments les plus riants et où ensuite, sans avoir le courage de tirer la leçon du malheur, nous rebâtissons immédiatement sur les flancs du cratère d'où ne pourra sortir que la catastrophe. J'avais l'insouciance de ceux qui croient leur bonheur durable. C'est justement parce que cette douceur a été nécessaire pour enfanter la douleur, et reviendra du reste la calmer par intermittence, que les hommes peuvent être sincères avec autrui, et même avec eux-mêmes, quand ils se glorifient de la bonté d'une femme envers eux, quoique, à tout prendre, au sein de leur liaison, circulent constamment d'une façon secrète, inavouée aux autres, ou révélée involontairement par des questions, des enquêtes, une inquiétude douloureuse. Mais celle-ci n'aurait pas pu naître sans la douceur préalable. Même ensuite, la douceur intermittente est nécessaire pour rendre la souffrance supportable et éviter les ruptures. Et la dissimulation de l'enfer secret qu'est la vie commune avec cette femme, jusqu'à l'ostentation d'une intimité qu'on prétend douce, exprime un point de vue vrai, un lien général de l'effet à la cause, un des modes selon lesquels la production de la douleur est rendue possible. Je ne m'étonnais plus qu'Albertine fût là et dût ne sortir le lendemain qu'avec moi ou sous la protection d'André. Ses habitudes de vie en commun, ces grandes lignes qui délimitaient mon existence, et à l'intérieur desquelles ne pouvait pénétrer personne excepté Albertine, et aussi dans le plan futur, encore inconnu de moi, de ma vie ultérieure, comme celui qui est tracé par un architecte pour des monuments qui ne s'élèveront que bien plus tard, les lignes lointaines, parallèles à celles-ci et plus vastes, par lesquelles s'esquissait en moi, comme un ermitage isolé, la formule un peu rigide et monotone de mes amours futurs, avaient été en réalité tracées cette nuit à Balbec, où, après qu'Albertine m'avait révélé dans le petit tram qu'il avait élevé, j'avais voulu à tout prix la soustraire à certaines influences et l'empêcher d'être hors de ma présence pendant quelques jours. Les jours avaient succédé aux jours, ses habitudes étaient devenues machinales, mais comme ces rites dont l'histoire essaye de retrouver la signification, j'aurais pu dire, et ne l'aurais pas voulu, à qui m'eût demandé ce que signifiait cette vie de retraite où je me séquestrais jusqu'à ne plus aller au théâtre, qu'elle avait pour origine l'anxiété d'un soir et le besoin de me prouver à moi-même, les jours qui la suivraient, que celle dont j'avais appris la fâcheuse enfance n'aurait pas la possibilité, si elle l'avait voulu, de s'exposer aux mêmes tentations. Je ne songeais plus qu'assez rarement à ces possibilités, mais elles devaient pourtant rester vaguement présentes à ma conscience. Le fait de les détruire ou d'y tâcher, jour par jour, était sans doute la cause pourquoi il m'était si doux d'embrasser ses joues, qui n'étaient pas plus belles que bien d'autres. Sous toute douceur charnelle un peu profonde,
il y a la permanence d'un danger. J'avais promis à Albertine que si je ne sortais pas avec elle, je me mettrais au travail. Mais le lendemain, comme si, profitant de nos sommeils, la maison avait miraculeusement voyagé, je m'éveillai par un temps différent, sous un autre climat. On ne travaille pas au moment où on débarque dans un pays nouveau, aux conditions duquel il faut s'adapter. Or, chaque jour était pour moi un pays différent. Ma paresse elle-même, sous les formes nouvelles qu'elle revêtait, comment l'eussé-je reconnue? Tantôt, par des jours irrémédiablement mauvais, disait-on, rien que la résidence dans la maison située au milieu d'une pluie égale et continue avait la glissante douceur, le silence calmant, l'intérêt d'une navigation. Une autre fois, par un jour clair, en restant immobile dans mon lit, s'était laissé tourner les ombres autour de moi comme d'un tronc d'arbre. D'autres fois encore, aux premières cloches d'un couvent voisin, rares comme les dévotes matinales, blanchissant à peine le ciel sombre de leurs giboulées incertaines que fondait et dispersait le vent tiède, j'avais discerné une de ces journées tempétueuses, désordonnées et douces, où les toits, mouillés d'une ondée intermittente que sèche un souffle ou un rayon, laissent glisser en roucoulant une goutte de pluie, et, en attendant que le vent recommence à tourner, lissent au soleil momentané qui les irise leurs ardoises gorges de pigeons. Une de ces journées remplies par tant de changements de temps, d'incidents aériens, d'orages, que le paresseux ne croit pas les avoir perdus, parce qu'il s'est intéressé à l'activité qu'à défaut de lui l'atmosphère, agissant en quelque sorte à sa place, a déployée. Journée pareille à ces temps d'émeute ou de guerre, qui ne semblent pas vides à l'écolier délaissant sa classe, parce qu'aux alentours du palais de justice, ou en lisant les journaux, il a l'illusion de trouver dans les événements qui se sont produits, à défaut de la besogne qu'il n'a pas accomplie, un profit pour son intelligence et une excuse pour son oisiveté. Journée enfin auquel on peut comparer celle où se passe dans notre vie quelque crise exceptionnelle et de laquelle celui qui n'a jamais rien fait croit qu'il va tirer, si elle se dénoue heureusement, des habitudes laborieuses. Par exemple, c'est le matin où il sort pour un duel qui va se dérouler dans des conditions particulièrement dangereuses. Alors, lui apparaît tout d'un coup, au moment où elle va peut-être lui être enlevée, le prix d'une vie de laquelle il aurait pu profiter pour commencer une œuvre ou seulement goûter des plaisirs et dont il n'a su jouir en rien. Si je pouvais ne pas être tué, se dit-il, comme je me mettrais au travail à la minute même, et aussi comme je m'amuserais. La vie a pris en effet soudain à ses yeux une valeur plus grande, parce qu'il met dans la vie tout ce qu'il semble qu'elle peut donner et non pas le peu qu'il lui fait donner habituellement. Il la voit selon son désir, non tel que son expérience lui a appris qu'il savait la rendre, c'est-à-dire si médiocre. Elle s'est à l'instant remplie des labeurs, des voyages, des courses de montagne, de toutes les belles choses qu'il se dit que la funeste issue de ce duel pourra rendre impossible, sans songer qu'elle l'était déjà avant qu'il fût question de duel, à cause de mauvaises habitudes qui, même sans duel, auraient continué. Il revient chez lui sans avoir été même blessé, mais il retrouve les mêmes obstacles au plaisir, aux excursions, aux voyages, à tout ce dont il avait craint un instant d'être à jamais dépouillé par la mort. Il suffit pour cela de la vie. Quant au travail, les circonstances exceptionnelles ayant pour effet d'exalter ce qui existait préalablement dans l'homme, chez le laborieux le labeur et chez l'oisif la paresse, il se donne congé. Je faisais comme lui, et comme j'avais toujours fait depuis ma vieille résolution de me mettre à écrire, que j'avais prise jadis, mais qui me semblait datée d'hier, parce que j'avais considéré chaque jour l'un après l'autre comme non avenu. J'en usais de même pour celui-ci, laissant passer sans rien faire ses averses et ses éclaircies, et me promettant de commencer à travailler le lendemain. Mais je n'y étais plus le même sous un ciel sans nuages. Le son doré des cloches ne contenait pas seulement comme le miel de la lumière, mais la sensation de la lumière, et aussi la saveur fade des confitures, parce qu'à Combray, il s'était souvent attardé comme une guêpe sur notre table desservie. Par ce jour de soleil éclatant, rester tout le jour les yeux clos, c'était chose permise, usitée, salubre, plaisante, saisonnière, comme tenir ses persiennes fermées contre la chaleur. C'était par de tels temps qu'au début de mon second séjour à Balbec, j'entendais les violons de l'orchestre entre les coulées bleuâtres de la marée montante. Combien je possédais plus Albertine aujourd'hui. Il y avait des jours où le bruit d'une cloche qui sonnait l'heure
portait sur la sphère de sa sonorité une plaque si fraîche, si puissamment étalée de mouillé ou de lumière, que c'était comme une traduction pour aveugles, ou si l'on veut, comme une traduction musicale du charme de la pluie ou du charme du soleil. Si bien qu'à ce moment-là, les yeux fermés dans mon lit, je me disais que tout peut se transposer et qu'un univers seulement audible pourrait être aussi varié que l'autre. Remontant paresseusement de jour en jour comme une barque, et voyant apparaître devant moi toujours de nouveaux souvenirs enchantés que je ne choisissais pas, qui l'instant d'avant m'étaient invisibles et que ma mémoire me présentait l'un après l'autre sans que je pusse les choisir, je poursuivais paresseusement sur ces espaces unis ma promenade au soleil. Ces concerts matinaux de Balbec n'étaient pas anciens, et pourtant, à ce moment relativement rapproché, je me souciais peu d'Albertine. Même les tout premiers jours de l'arrivée, je n'avais pas connu sa présence à Balbec. Par qui donc l'avais-je apprise? Ah oui, par Aimé. Il faisait un beau soleil comme celui-ci. Brave Aimé. Il était content de me revoir. Mais il n'aime pas Albertine. Tout le monde ne peut pas l'aimer. Oui, c'est lui qui m'a annoncé qu'elle était à Balbec. Comment le savait-il donc? Ah, il l'avait rencontrée. Il lui avait trouvé mauvais genre. À ce moment, abordant le récit d'Aimé par une face autre que celle qu'il m'avait présentée au moment où il me l'avait fait, ma pensée, qui jusqu'ici avait navigué en souriant sur ces eaux bienheureuses, éclatait soudain, comme si elle eût heurté une mine invisible et dangereuse, insidieusement posée à ce point de ma mémoire. Il m'avait dit qu'il l'avait rencontrée, qu'il lui avait trouvé mauvais genre. Qu'avait-il voulu dire par mauvais genre? J'avais compris genre vulgaire parce que, pour le contredire d'avance, j'avais déclaré qu'elle avait de la distinction. Mais non, peut-être avait-il voulu dire genre gomoréen. Elle était avec une amie, peut-être qu'elle se tenait par la taille, qu'elle regardait d'autres femmes, qu'elle avait en effet un genre que je n'avais jamais vu à Albertine en ma présence. Qui était l'amie? Où Aimé l'avait-il rencontré, cette odieuse Albertine? Je tâchais de me rappeler exactement ce qu'Aimé m'avait dit, pour voir si cela pouvait se rapporter à ce que j'imaginais, ou s'il avait voulu parler seulement de manière commune. Mais j'avais beau me le demander, la personne qui se posait la question et la personne qui pouvait offrir le souvenir n'était hélas qu'une seule et même personne, moi, qui se dédoublait momentanément, mais sans rien s'ajouter. J'avais beau questionner, c'était moi qui répondais, je n'apprenais rien de plus. Je ne songeais plus à mademoiselle Vinteuil. Né d'un soupçon nouveau, l'accès de jalousie dont je souffrais était nouveau aussi, ou plutôt il n'était que le prolongement, l'extension de ce soupçon. Il avait le même théâtre qui n'était plus Montjouvin, mais la route où Aimé avait rencontré Albertine. Pour objet, les quelques amis, dont l'une ou l'autre pouvait être celle qui était avec Albertine ce jour-là. C'était peut-être une certaine Élisabeth, ou bien peut-être ces deux jeunes filles qu'Albertine avait regardées dans la glace au casino quand elle n'avait pas l'air de les voir. Elle avait sans doute des relations avec elle, et d'ailleurs aussi avec Esther, la cousine de Bloch. De telles relations, si elles m'avaient été révélées par un tiers, eussent suffi pour me tuer à demi. Mais comme c'était moi qui les imaginais, j'avais soin d'y ajouter assez d'incertitude pour amortir la douleur. On arrive, sous la forme de soupçons, à absorber journellement à doses énormes cette même idée qu'on est trompé, de laquelle une quantité très faible pourrait être mortelle, inoculée par la piqûre d'une parole déchirante. Et c'est sans doute pour cela, et par un dérivé de l'instinct de conservation, que le même jaloux n'hésite pas à former des soupçons atroces à propos de faits innocents, à condition, devant la première preuve qu'on lui apporte, de se refuser à l'évidence. D'ailleurs, l'amour est un mal inguérissable, comme ces diathèses où le rhumatisme ne laisse quelque répit que pour faire place à des migraines épileptiformes. Le soupçon jaloux était-il calmé? J'en voulais à Albertine de n'avoir pas été tendre, peut-être de s'être moquée de moi avec André. Je pensais avec effroi à l'idée qu'elle avait dû se faire si André lui avait répété toutes nos conversations. L'avenir m'apparaissait atroce.
Ces tristesses ne me quittaient que si un nouveau soupçon jaloux me jetait dans d'autres recherches, ou si, au contraire, les manifestations de tendresse d'Albertine me rendaient mon bonheur insignifiant. Quelle pouvait être cette jeune fille? Il faudrait que j'écrive à Aimé, que je tâche de le voir, et ensuite je contrôlerai ses dires en causant avec Albertine, en la confessant. En attendant, croyant bien que ce devait être la cousine de Bloch, je demandai à celui-ci, qui ne comprit nullement dans quel but, de me montrer seulement une photographie d'elle, ou, bien plus, de me faire au besoin rencontrer avec elle. Combien de personnes, de villes, de chemins, la jalousie nous rend ainsi avides de connaître. Elle est une soif de savoir, grâce à laquelle, sur des points isolés les uns des autres, nous finissons par avoir successivement toutes les notions possibles, sauf celles que nous voudrions. On ne sait jamais si un soupçon ne naîtra pas, car tout à coup on se rappelle une phrase qui n'était pas claire, un alibi qui n'avait pas été donné sans intention. Pourtant on n'a pas revu la personne, mais il y a une jalousie après coup, qui ne naît qu'après l'avoir quittée, une jalousie de l'escalier. Peut-être l'habitude que j'avais prise de garder au fond de moi certains désirs, désir d'une jeune fille du monde comme celle que je voyais passer de ma fenêtre suivie de leur institutrice, et plus particulièrement de celle dont m'avait parlé Saint-Loup, qui allait dans les maisons de passe. Désir de belles femmes de chambre, et particulièrement celle de Madame Putbu. Désir d'aller à la campagne au début du printemps, revoir des aubépines, des pommiers en fleurs, des tempêtes, désir de Venise. Désir de me mettre au travail, désir de mener la vie de tout le monde. Peut-être l'habitude de conserver en moi, sans assouvissement, tous ces désirs, en me contentant de la promesse faite à moi-même de ne pas oublier de les satisfaire un jour, peut-être cette habitude vieille de tant d'années, de l'ajournement perpétuel de ce que M. de Charlus flétrissait sous le nom de procrastination, était-elle devenue si générale en moi qu'elle s'emparait aussi de mes soupçons jaloux, et tout en me faisant prendre mentalement note que je ne manquerais pas un jour d'avoir une explication avec Albertine au sujet de la jeune fille. Peut-être des jeunes filles, cette partie du récit était confuse, effacée, autant dire indéchiffrable dans ma mémoire, avec laquelle ou lesquelles Aimé l'avait rencontrée, me faisait retarder cette explication. En tout cas, je n'en parlerai pas ce soir à mon ami pour ne pas risquer de lui paraître jaloux et de la fâcher. Pourtant, quand le lendemain, Bloch m'eut envoyé la photographie de sa cousine Esther, je m'empressai de la faire parvenir à Aimé. Et, à la même minute, je me souvins qu'Albertine m'avait refusé le matin un plaisir qui aurait pu la fatiguer, en effet. Était-ce donc pour le réserver à quelque autre ? Cet après-midi, peut-être. À qui ? C'est ainsi qu'est interminable la jalousie, car même si l'être aimé étant mort, par exemple, ne peut plus la provoquer par ses actes, il arrive que des souvenirs, postérieurement à tout événement, se comportent tout à coup dans notre mémoire comme des événements, eux aussi, souvenirs que nous n'avions pas éclairés jusque-là, qui nous avaient paru insignifiants, et auxquels il suffit de notre propre réflexion sur eux, sans aucun fait extérieur, pour donner un sens nouveau et terrible. On n'a pas besoin d'être deux, il suffit d'être seul dans sa chambre à penser pour que de nouvelles trahisons de votre maîtresse se produisent, fût-elle morte. Aussi, il ne faut pas ne redouter dans l'amour, comme dans la vie habituelle, que l'avenir, mais même le passé qui ne se réalise pour nous souvent qu'après l'avenir. Et nous ne parlons pas seulement du passé que nous apprenons après coup, mais de celui que nous avons conservé depuis longtemps en nous et que tout d'un coup nous apprenons à lire. N'importe, j'étais bien heureux. L'après-midi finissant, que ne tarda pas l'heure où j'allais pouvoir demander à la présence d'Albertine l'apaisement dont j'avais besoin. Malheureusement, la soirée qui vint fut une de celles où cet apaisement ne m'était pas apporté, où le baiser qu'Albertine me donnerait en me quittant, bien différent du baiser habituel, ne me calmerait pas plus qu'autrefois celui de ma mère quand elle était fâchée,
et où je n'osais pas la rappeler, mais où je sentais que je ne pourrais pas m'endormir. Ces soirées-là, c'était maintenant celles où Albertine avait formé pour le lendemain quelques projets qu'elle ne voulait pas que je connusse. Si elle me l'avait confié, j'aurais mis à assurer sa réalisation une ardeur que personne autant qu'Albertine n'eût pu m'inspirer. Mais elle ne me disait rien, et n'avait d'ailleurs besoin de ne rien dire dès qu'elle était rentrée, sur la porte même de ma chambre. Comme elle avait encore son chapeau ou sa toque sur la tête, j'avais déjà vu le désir inconnu, rétif, acharné, indomptable. Or, c'était souvent les soirs où j'avais attendu son retour avec les plus tendres pensées, où je comptais lui sauter au cou avec le plus de tendresse. Hélas, ces mésententes, comme j'en avais eu souvent avec mes parents, que je trouvais froids ou irrités au moment où j'accourais près d'eux débordant de tendresse, elles ne sont rien auprès de celles qui se produisent entre deux amants. La souffrance ici est bien moins superficielle et bien plus difficile à supporter. Elle a pour siège une couche plus profonde du cœur. Ce soir-là, le projet qu'Albertine avait formé, elle fut pourtant obligée de m'en dire un mot. Je compris tout de suite qu'elle voulait aller le lendemain faire à Madame Verdurin une visite qui, en elle-même, ne m'eût en rien contrarié. Mais certainement, c'était pour y faire quelques rencontres, pour y préparer quelques plaisirs. Sans cela, elle n'eût pas tellement tenu à cette visite. Je veux dire, elle ne m'eût pas répété qu'elle n'y tenait pas. J'avais suivi dans mon existence une marche inverse de celle des peuples qui ne se servent de l'écriture phonétique qu'après n'avoir considéré les caractères que comme une suite de symboles. Moi qui, pendant tant d'années, n'avais cherché la vie et la pensée réelle des gens que dans l'énoncé direct qu'ils m'en fournissaient volontairement, par leur faute, j'en étais arrivé à ne plus attacher au contraire d'importance qu'aux témoignages qui ne sont pas une expression rationnelle et analytique de la vérité. Les paroles elles-mêmes ne me renseignaient qu'à la condition d'être interprétées à la façon d'un afflux de sang à la figure d'une personne qui se trouble, à la façon encore d'un silence subit. Tel adverbe, par exemple, employé par M. de Cambremer quand il croyait que j'étais écrivain et que, ne m'ayant pas encore parlé, racontant une visite qu'il avait faite au Verdurin, il s'était tourné vers moi en me disant « Il y avait justement de Borelli », jaillit dans une conflagration par le rapprochement involontaire, parfois périlleux, de deux idées que l'interlocuteur n'exprimait pas et duquel, par telle méthode d'analyse ou d'électrolyse appropriée, je pouvais les extraire, m'en disait plus qu'un discours. Albertine laissait parfois traîner dans ses propos tel ou tel de ces précieux amalgames que je me hâtais de traiter pour les transformer en idées claires. C'est du reste une des choses les plus terribles pour l'amoureux que, si les faits particuliers, que seule l'expérience, l'espionnage, entre tant de réalisations possibles ferait connaître, sont si difficiles à trouver, la vérité en revanche est si facile à percer ou seulement à pressentir. Souvent je l'avais vu à Balbec, attaché sur des jeunes filles qui passaient, un regard brusque et prolongé, pareil à un attouchement, et après lequel, si je les connaissais, elles me disaient « Si on les faisait venir, j'aimerais leur dire des injures. » Et depuis quelque temps, depuis qu'elle m'avait pénétré sans doute, aucune demande d'inviter personne, aucune parole, même un détournement des regards, devenus sans objet et silencieux, et avec la mine distraite et vacante dont ils étaient accompagnés, aussi révélateur qu'autrefois leur aimantation. Or, il m'était impossible de lui faire des reproches ou de lui poser des questions à propos de choses qu'elle eût déclarées si minimes, si insignifiantes, retenues par moi pour le plaisir de chercher la petite bête. Il est déjà difficile de dire « Pourquoi avez-vous regardé telle passante ?» Mais bien plus « Pourquoi ne l'avez-vous pas regardée ?» Et pourtant je savais bien, ou du moins j'aurais su, si je n'avais pas voulu croire, plutôt que ces affirmations d'Albertine, tous les riens inclus dans un regard prouvé par lui et telle ou telle contradiction dans les paroles, contradiction dont je ne m'apercevais souvent que longtemps après l'avoir quitté, qui me faisait souffrir toute la nuit, dont je n'osais plus reparler, mais qui n'en honorait pas moins de temps en temps ma mémoire de ses visites périodiques. Souvent, pour ces simples regards furtifs ou détournés sur la plage de Balbec ou dans les rues de Paris, je pouvais me demander si la personne qui les provoquait n'était pas seulement un objet de désir au moment où elle passait, mais une ancienne connaissance, ou bien une jeune fille dont on n'avait fait que lui parler et dont, quand je l'apprenais, j'étais stupéfait qu'on lui eût parlé, tant c'était en dehors des connaissances possibles, au jugé, d'Albertine.
Mais la Gomorre moderne est un puzzle fait des morceaux qui viennent de là où on s'attendait le moins. C'est ainsi que je vis une fois à Rivebelle un grand dîner dont je connaissais par hasard au moins de nom les 10 invités, aussi dissemblables que possible, parfaitement rejointes cependant, si bien que je ne vis jamais dîner si homogène, bien que si composite. Pour en revenir aux jeunes passantes, jamais Albertine n'eût regardé une dame âgée ou un vieillard avec tant de fixité ou au contraire de réserve, et comme si elle ne voyait pas. Les maris trompés qui ne savent rien savent tout de même. Mais il faut un dossier plus matériellement documenté pour établir une scène de jalousie. D'ailleurs, si la jalousie nous aide à découvrir un certain penchant à mentir chez la femme que nous aimons, elle centuple ce penchant quand la femme a découvert que nous sommes jaloux. Elle ment dans des proportions où elle ne nous a jamais menti auparavant, soit qu'elle ait pitié ou peur ou se dérobe instinctivement par une fuite symétrique à nos investigations. Certes, il y a des amours où dès le début, une femme légère s'est posée comme une vertu aux yeux de l'homme qui l'aime. Mais combien d'autres comprennent 2 périodes parfaitement contrastées. Dans la première, la femme parle presque facilement avec de simples atténuations de son goût pour le plaisir, de la vie galante qui lui a fait mener, toute chose qu'elle niera ensuite avec la dernière énergie au même homme, mais qu'elle a senti jaloux d'elle et l'épiant. Il en arrive à regretter le temps de ses premières confidences, dont le souvenir le torture cependant. Si la femme lui en faisait encore de pareilles, elle lui fournirait presque elle-même le secret des fautes qu'il poursuit inutilement chaque jour. Et puis quel abandon cela prouvait, quelle confiance, quelle amitié. Si elle ne peut vivre sans le tromper, du moins le tromperait-elle en ami, en lui racontant ses plaisirs, en l'y associant. Et il regrette une telle vie, que les débuts de leur amour semblaient esquissés, que sa suite a rendu impossible, faisant de cet amour quelque chose d'atrocement douloureux qui rendra une séparation, selon les cas, ou inévitable ou impossible. Parfois l'écriture où je déchiffrais les mensonges d'Albertine sans être idéographique avait simplement besoin d'être lue à rebours. C'est ainsi que ce soir elle m'avait lancé d'un air négligent ce message destiné à passer presque inaperçu. Il serait possible que j'aille demain chez les Verdurin. Je ne sais pas du tout si j'irai. Je n'en ai guère envie. Anagramme enfantin de cet aveu. J'irai demain chez les Verdurin, c'est absolument certain, car j'y attache une extrême importance. Cette hésitation apparente signifiait une volonté arrêtée et avait pour but de diminuer l'importance de la visite tout en me l'annonçant. Albertine employait toujours le ton dubitatif pour les résolutions irrévocables. La mienne ne l'était pas moins. Je m'arrangerais pour que la visite à Madame Verdurin n'eût pas lieu. La jalousie n'est souvent qu'un inquiet besoin de tyrannie appliqué aux choses de l'amour. J'avais sans doute hérité de mon père ce brusque désir arbitraire de menacer les êtres que j'aimais le plus dans les espérances dont ils se berçaient avec une sécurité que je voulais leur montrer trompeuse. Quand je voyais qu'Albertine avait combiné à mon insu, en se cachant de moi, le plan d'une sortie que j'eusse fait tout au monde pour lui rendre plus facile et plus agréable si elle m'en avait fait le confident, je disais négligemment pour la faire trembler que je comptais sortir ce jour-là. Je me mis à suggérer à Albertine d'autres buts de promenade qui eussent rendu la visite Verdurin impossible, en des paroles empreintes d'une feinte indifférence sous laquelle je tâchais de déguiser mon énervement, mais elle l'avait dépisté. Il rencontrait chez elle la force électrique d'une volonté contraire qui le repoussait vivement. Dans les yeux d'Albertine, j'en voyais jaillir les étincelles. Au reste, à quoi bon m'attacher à ce que disaient les prunelles en ce moment? Comment n'avais-je pas depuis longtemps remarqué que les yeux d'Albertine appartenaient à la famille de ceux qui, même chez un être médiocre, semblent faits de plusieurs morceaux à cause de tous les lieux où l'être veut se trouver, et caché qu'il veut se trouver ce jour-là. Des yeux, par mensonge toujours immobiles et passifs, mais dynamiques, mesurables par les mètres aux kilomètres à franchir pour se trouver au rendez-vous voulu, implacablement voulu. Des yeux qui sourient moins encore au plaisir qui les tente, qu'ils ne s'auréolent de la tristesse et du découragement qu'il y aura peut-être une difficulté pour aller au rendez-vous. Entre vos mains même, ces êtres-là sont des êtres de fuite. Pour comprendre les émotions qu'ils donnent, et que d'autres êtres, même plus beaux, ne donnent pas, il faut calculer qu'ils sont non pas immobiles, mais en mouvement, et ajouter à leur personne un signe correspondant à ce qu'en physique est le signe qui signifie vitesse. Si vous dérangez leur journée, ils vous avouent le plaisir qu'ils vous avaient caché.
Je voulais tant aller goûter à 5 heures avec telle personne que j'aime. » Eh bien, si 6 mois après vous arrivez à connaître la personne en question, vous apprendrez que jamais la jeune fille dont vous aviez dérangé les projets, qui, prise au piège, pour que vous la laissiez libre, vous avait avoué le goûter qu'elle faisait ainsi avec une personne aimée tous les jours à l'heure où vous ne la voyez pas, vous apprendrez que cette personne ne l'a jamais reçue, qu'elles n'ont jamais goûté ensemble, la jeune fille disant être très prise par vous précisément. Ainsi, la personne avec qui elle avait confessé qu'elle allait goûter, avec qui elle vous avait supplié de la laisser aller goûter, cette personne, raison avouée par nécessité, ce n'était pas elle, c'était une autre, c'était encore autre chose quoi? Une autre qui? Hélas, les yeux fragmentés, portant au loin et tristes, permettraient peut-être de mesurer les distances, mais n'indiquent pas les directions. Le champ infini des possibles s'étend, et si par hasard le réel se présentait devant nous, il serait tellement en dehors des possibles que, dans un brusque étourdissement, allant taper contre ce mur surgi, nous tomberions à la renverse. Le mouvement et la fuite constatée ne sont même pas indispensables, il suffit que nous les induisions. Elle nous avait promis une lettre, nous étions calmes, nous n'aimions plus. La lettre n'est pas venue, aucun courrier n'en apporte, que se passe-t-il? L'anxiété renaît et l'amour. Ce sont surtout de tels êtres qui nous inspirent l'amour pour notre désolation, car chaque anxiété nouvelle que nous éprouvons par eux enlève à nos yeux de leur personnalité. Nous étions résignés à la souffrance, croyant aimer en dehors de nous, et nous nous apercevons que notre amour est fonction de notre tristesse, que notre amour, c'est peut-être notre tristesse, et que l'objet n'en est que pour une faible part la jeune fille à la noire chevelure. Mais enfin, ce sont surtout de tels êtres qui inspirent l'amour. Le plus souvent, l'amour n'a pour objet un corps que si une émotion, la peur de le perdre, l'incertitude de le retrouver se fondent en lui. Or, ce genre d'anxiété a une grande affinité pour les corps. Il leur ajoute une qualité qui passe la beauté même, ce qui est une des raisons pourquoi l'on voit des hommes, indifférents aux femmes les plus belles, en aimer passionnément certaines qui nous semblent laides. À ces êtres-là, à ces êtres de fuite, leur nature, notre inquiétude, attachent des ailes. Et même auprès de nous, leur regard semble nous dire qu'ils vont s'envoler. La preuve de cette beauté, surpassant la beauté qu'ajoutent les ailes, est que bien souvent pour nous, un même être est successivement sans ailes et ailé. Que nous craignions de le perdre, nous oublions tous les autres. Sûrs de le garder, nous le comparons à ces autres qu'aussitôt nous lui préférons. Et comme ces émotions et ces certitudes peuvent alterner d'une semaine à l'autre, un être peut une semaine se voir sacrifier tout ce qui plaisait, la semaine suivante être sacrifié, et ainsi de suite pendant très longtemps. Ce qui serait incompréhensible si nous ne savions, par l'expérience que tout homme a d'avoir dans sa vie, au moins une fois cesser d'aimer, oublier une femme, le peu de choses qu'est en soi-même un être quand il n'est plus ou qu'il n'est pas encore perméable à nos émotions. Et bien entendu, si nous disons être de fuite, c'est également vrai des êtres en prison, des femmes captives qu'on croit qu'on ne pourra jamais avoir. Aussi, les hommes détestent les entremetteuses, car elles facilitent la fuite, font briller la tentation. Mais s'ils aiment, au contraire, une femme cloîtrée, recherchent volontiers les entremetteuses pour les faire sortir de leur prison et nous les amener. Dans la mesure où les unions avec les femmes qu'on enlève sont moins durables que d'autres, la cause en est que la peur de ne pas arriver à les obtenir, ou l'inquiétude de les voir fuir, est tout notre amour, et qu'une fois enlevés à leur mari, arrachés à leur théâtre, guéris de la tentation de nous quitter, dissociés en un mot de notre émotion quelle qu'elle soit, elles sont seulement elles-mêmes, c'est-à-dire presque rien, et si longtemps convoitées, sont quittées bientôt par celui-là même qui avait si peur d'être quitté par elles. J'ai dit, comment n'avais-je pas deviné? Mais ne l'avais-je pas deviné dès le premier jour à Balbec? N'avais-je pas deviné en Albertine une de ces filles sous l'enveloppe charnelle desquelles palpite plus d'êtres cachés, je ne dis pas que dans un jeu de cartes encore dans sa boîte, que dans une cathédrale fermée ou un théâtre avant qu'on y entre, mais que dans la foule immense et renouvelée. Non pas seulement tant d'êtres, mais le désir, le souvenir voluptueux, l'inquiète recherche de tant d'êtres. À Balbec, je n'avais pas été troublé parce que je n'avais
même pas supposer qu'un jour je serais sur des pistes même fausses. N'importe. Cela avait donné pour moi à Albertine la plénitude d'un être empli jusqu'au bord par la superposition de tant d'êtres, de tant de désirs et de souvenirs voluptueux d'être. Et maintenant qu'elle m'avait dit un jour « Mademoiselle Vinteuil », j'aurais voulu non pas arracher sa robe pour voir son corps, mais à travers son corps voir tout ce bloc-notes de ses souvenirs et de ses prochains et ardents rendez-vous. Comme les choses, probablement les plus insignifiantes, prennent soudain une valeur extraordinaire quand un être que nous aimons, ou à qui il ne manquait que cette duplicité pour que nous l'aimions, nous les cache. En elle-même, la souffrance ne nous donne pas forcément des sentiments d'amour ou de haine pour la personne qui la cause. Un chirurgien qui nous fait mal nous reste indifférent, mais une femme qui nous a dit pendant quelque temps que nous étions tout pour elle, sans qu'elle fût elle-même tout pour nous, une femme que nous avons plaisir à voir, à embrasser, à tenir sur nos genoux, nous nous étonnons si seulement nous éprouvons à une brusque résistance que nous ne disposons pas d'elle. La déception réveille alors, parfois, en nous, le souvenir oublié d'une angoisse ancienne, que nous savons pourtant ne pas avoir été provoquée par cette femme, mais par d'autres dont les trahisons s'échelonnent sur notre passé. Et au reste, comment a-t-on le courage de souhaiter vivre? Comment peut-on faire un mouvement pour se préserver de la mort dans un monde où l'amour n'est provoqué que par le mensonge et consiste seulement dans notre besoin de voir nos souffrances apaisées par l'être qui nous a fait tant souffrir? Pour sortir de l'accablement qu'on éprouve quand on découvre ce mensonge et cette résistance, il y a le triste remède de chercher à agir malgré elle, à l'aide des êtres qu'on sent plus mêlés à sa vie que nous-mêmes, sur celle qui nous résiste et qui nous ment, à ruser nous-mêmes, à nous faire détester. Mais la souffrance d'un tel amour est de celles qui font invinciblement que le malade cherche dans un changement de position un bien-être illusoire. Ces moyens d'action ne nous manquent pas, hélas. Et l'horreur de ces amours que l'inquiétude seule a enfantés vient de ce que nous tournons et retournons sans cesse dans notre cage des propos insignifiants, sans compter que rarement les êtres pour qui nous les éprouvons nous plaisent physiquement d'une manière complète, puisque ce n'est pas notre goût délibéré, mais le hasard d'une minute d'angoisse, minute indéfiniment prolongée par notre faiblesse de caractère, laquelle refait chaque soir des expériences et s'abaisse à des calmants, qui a choisi pour nous. Sans doute mon amour pour Albertine n'était pas le plus dénué de ceux jusqu'où par manque de volonté on peut déchoir, car il n'était pas entièrement platonique. Elle me donnait des satisfactions charnelles et puis elle était intelligente, mais tout cela était une superfétation. Ce qui m'occupait l'esprit n'était pas ce qu'elle avait pu dire d'intelligent, mais tel mot qui éveillait chez moi un doute sur ses actes. J'essayais de me rappeler si elle avait dit ceci ou cela, de quel air, à quel moment, en réponse de quelle parole, de reconstituer toute la scène de son dialogue avec moi. À quel moment elle avait voulu aller chez les Verdurin, quel mot de moi avait donné à son visage l'air fâché. Il se fût agi de l'événement le plus important que je ne me fusse pas donné tant de peine pour en rétablir la vérité, en restituer l'atmosphère et la couleur juste. Sans doute ces inquiétudes, après avoir atteint un degré où elles nous sont insupportables, on arrive parfois à les calmer entièrement pour un soir. La fête où l'ami qu'on aime doit se rendre, et sur la vraie nature de laquelle notre esprit travaillait depuis des jours, nous y sommes conviés aussi. Notre ami n'y a d'égard et de parole que pour nous, nous la ramenons, et nous connaissons alors, nos inquiétudes dissipées, un repos aussi complet, aussi réparateur que celui qu'on goûte parfois dans ce sommeil profond qui suit les longues marches. Mais le plus souvent, nous ne faisons que changer d'inquiétude. Un des mots de la phrase, qui devait nous calmer, met nos soupçons sur une autre piste, et sans doute un tel repos vaut que nous le payions à un prix élevé. Mais n'aurait-il pas été plus simple de ne pas acheter nous-mêmes volontairement l'anxiété, et plus cher encore? D'ailleurs, nous savons bien que si profonde que puissent être ces détentes momentanées, l'inquiétude sera tout de même la plus forte. Souvent même, elle est renouvelée par la phrase dont le but était de nous apporter le repos. Les exigences de notre jalousie et l'aveuglement de notre crédulité sont plus grands que ne pouvait supposer la femme que nous aimons.
Quand spontanément elle nous jure que tel homme n'est pour elle qu'un ami, elle nous bouleverse en nous apprenant ce que nous ne soupçonnions pas, qu'il était pour elle un ami. Tandis qu'elle nous raconte, pour nous montrer sa sincérité, comment ils ont pris le thé ensemble cet après-midi même. À chaque mot qu'elle dit, l'invisible, l'insoupçonné prend forme devant nous. Elle avoue qu'il lui a demandé d'être sa maîtresse. Et nous souffrons le martyre qu'elle ait pu écouter ses propositions. Elle les a refusées, dit-elle. Mais tout à l'heure, en nous rappelant son récit, nous nous demanderons si le refus est bien véridique, car il y a, entre les différentes choses qu'elle nous a dites, cette absence de lien logique et nécessaire qui, plus que les faits qu'on raconte, est le signe de la vérité. Et puis, elle a eu cette terrible intonation dédaigneuse, je lui ai dit non, catégoriquement, qui se retrouve dans toutes les classes de la société quand une femme ment. Il faut pourtant la remercier d'avoir refusé, l'encourager par notre bonté à nous faire de nouveau à l'avenir des confidences si cruelles. Tout au plus faisons-nous la remarque, mais s'il vous avait déjà fait des propositions, pourquoi avez-vous consenti à prendre le thé avec lui? Pour qu'il ne pût pas m'en vouloir et dire que je n'ai pas été gentille. Et nous n'osons pas lui répondre qu'en refusant, elle eût peut-être été plus gentille pour nous. D'ailleurs, Albertine m'effrayait en me disant que j'avais raison, pour ne pas lui faire de tort, de dire que je n'étais pas son amant, puisqu'aussi bien, ajoutait-elle, c'est la vérité que vous ne l'êtes pas. Je ne l'étais peut-être pas complètement, en effet, mais alors fallait-il penser que toutes les choses que nous faisions ensemble, elle les faisait aussi avec tous les hommes dont elle me jurait qu'elle n'avait pas été la maîtresse? Vouloir connaître à tout prix ce qu'Albertine pensait, qui elle voyait, qui elle aimait, comme il était étrange que je sacrifiasse tout à ce besoin, puisque j'avais éprouvé le même besoin de savoir au sujet de Gilberte des noms propres, des faits qui m'étaient maintenant si indifférents. Je me rendais bien compte qu'en elle-même les actions d'Albertine n'avaient pas plus d'intérêt. Il est curieux qu'un premier amour, si, par la fragilité qu'il laisse à notre cœur, il ferait la voie aux amours suivantes, ne nous donne pas, du moins par l'identité même des symptômes et des souffrances, le moyen de les guérir. D'ailleurs, y a-t-il besoin de savoir un fait? Ne sait-on pas d'abord d'une façon générale le mensonge et la discrétion même de ces femmes qui ont quelque chose à cacher? Y a-t-il là possibilité d'erreur? Elles se font une vertu de se taire alors que nous voudrions tant les faire parler, et nous sentons qu'à leurs complices, elles ont affirmé « Je ne dis jamais rien, ce n'est pas par moi qu'on saura quelque chose, je ne dis jamais rien ». On donne sa fortune, sa vie pour un être, et pourtant cet être, on sait bien qu'à 10 ans d'intervalle, plus tôt ou plus tard, on lui refuserait cette fortune, on préférerait garder sa vie. Car alors l'être serait détaché de nous, seul, c'est-à-dire nul. Ce qui nous attache aux êtres, ce sont ces 1000 racines, ces fils innombrables que sont les souvenirs de la soirée de la veille, les espérances de la matinée du lendemain, c'est cette trame continue d'habitude dont nous ne pouvons pas nous dégager. De même qu'il y a des avares qui entassent par générosité, nous sommes des prodigues qui dépensent par avarice. Et c'est moins à un être que nous sacrifions notre vie qu'à tout ce qu'il a pu attacher autour de lui de nos heures, de nos jours, de ceux à côté de quoi la vie non encore vécue, la vie relativement future, nous semble une vie plus lointaine, plus détachée, moins intime, moins nôtre. Ce qu'il faudrait, c'est se dégager de ces liens qui ont tellement plus d'importance que lui, mais ils ont pour effet de créer en nous des devoirs momentanés à son égard. Devoirs qui font que nous n'osons pas le quitter de peur d'être mal jugés de lui, alors que plus tard nous oserions, car dégagé de nous, il ne serait plus nous, et que nous ne nous créons en réalité de devoirs, du style par une contradiction apparente aboutir au suicide, qu'envers nous-mêmes. Si je n'aimais pas Albertine, ce dont je n'étais pas sûr, cette place qu'elle tenait auprès de moi n'avait rien d'extraordinaire. Nous ne vivons qu'avec ce que nous n'aimons pas, que nous n'avons fait vivre avec nous que pour tuer l'insupportable amour, qu'il s'agisse d'une femme, d'un pays, ou encore d'une femme enfermant un pays. Même nous aurions bien peur de recommencer à aimer si l'absence se produisait de nouveau. Je n'en étais pas arrivé à ce point pour Albertine. Ses mensonges, ses aveux me laissaient à achever la tâche d'éclaircir la vérité. Ces mensonges si nombreux, parce qu'elle ne se contentait pas de mentir comme tout être qui se croit aimé, mais parce que, par nature, elle était, en dehors de cela, menteuse,
et si changeante d'ailleurs que même en me disant chaque fois la vérité sur ce que, par exemple, elle pensait des gens, elle eût dit chaque fois des choses différentes. Ces aveux, parce que si rares, arrêtés si courts, ils laissaient entre eux, en tant qu'ils concernaient le passé, de grands intervalles tout en blanc, et sur toute la longueur desquels il me fallait retracer, et pour cela d'abord apprendre, sa vie. Quant au présent, pour autant que je pouvais interpréter les paroles sibyllines de Françoise, ce n'était pas que sur des points particuliers, c'était surtout un ensemble qu'Albertine me mentait. Et je verrais tout par un beau jour ce que Françoise faisait semblant de savoir, ce qu'elle ne voulait pas me dire, ce que je n'osais pas lui demander. D'ailleurs, c'était sans doute par la même jalousie qu'elle avait eue jadis envers Eulalie que Françoise parlait des choses les plus invraisemblables, tellement vagues qu'on pouvait tout au plus y supposer l'insinuation bien invraisemblable que la pauvre captive, qui aimait les femmes, préférait un mariage avec quelqu'un qui ne semblait pas tout à fait être moi. Si cela avait été, malgré ses radiotélépathies, comment Françoise l'aurait-elle su ? Certes, les récits d'Albertine ne pouvaient nullement me fixer là-dessus, car ils étaient chaque jour aussi opposés que les couleurs d'une toupie presque arrêtée. D'ailleurs, il semblait bien que c'était surtout la haine qui faisait parler Françoise. Il n'y avait pas de jour qu'elle ne me dît, et que je ne supportasse en l'absence de ma mère, des paroles telles que « Certes, vous êtes gentil, et je n'oublierai jamais la reconnaissance que je vous dois. » Ceci probablement pour que je me crée des titres à sa reconnaissance. Mais la maison est empestée, depuis que la gentillesse a installé ici la fourberie. Que l'intelligence protège la plus bête qu'on ait jamais vue, que la finesse, les manières, l'esprit, la dignité, en toute chose, l'air et la réalité d'un prince, se laissent faire la loi, et monter le coup, et me faire humilier, moi qui suis depuis 40 ans dans la famille, par le vice, parce qu'il y a de plus vulgaire et de plus bas. Françoise en voulait surtout à Albertine d'être commandée par autre que nous, et d'un surcroît de travail de ménage, d'une fatigue qui, altérant la santé de notre vieille servante, laquelle ne voulait pas malgré cela être aidée dans son travail, n'étant pas une propre à rien, eût suffi à expliquer cet énervement, ces colères haineuses. Certes, elle eût voulu qu'Albertine Esther fût bannie, c'était le vœu de Françoise, et en la consolant, cela eût déjà reposé notre vieille servante, mais à mon avis ce n'était pas seulement cela, une telle haine n'avait pu naître que dans un corps surmené, et plus encore que d'égards, Françoise avait besoin de sommeil. Pendant qu'Albertine allait ôter ses affaires, et pour aviser au plus vite, je me saisis du récepteur du téléphone, j'invoquai les divinités implacables, mais ne fis qu'exciter leur fureur qui se traduisit par ces mots « pas libre ». André était en train en effet de causer avec quelqu'un. En attendant qu'elle eût achevé sa communication, je me demandais comment, puisque tant de peintres cherchent à renouveler les portraits féminins du XVIIIe siècle, où l'ingénieuse mise en scène est un prétexte aux expressions de l'attente, de la bouderie, de l'intérêt, de la rêverie, comment aucun de nos modernes Boucher ou Fragonard ne peignit, au lieu de la lettre, du clavecin, etc., cette scène qui pourrait s'appeler « devant le téléphone », et où naîtrait spontanément sur les lèvres de l'écouteuse un sourire d'autant plus vrai qu'il sait n'être pas vu. Enfin, André m'entendit. « Vous venez prendre Albertine demain ?» Et en prononçant ce nom d'Albertine, je pensais à l'envie que m'avait inspirée Swann quand il m'avait dit le jour de la fête chez la princesse de Guermantes « Venez voir Odette !» et que j'avais pensé à ce que malgré tout il y avait de fort dans un prénom qui aux yeux de tout le monde et d'Odette elle-même n'avait que dans la bouche de Swann ce sens absolument possessif, qu'une telle mainmise, résumée en un vocable, sur toute une existence m'avait paru, chaque fois que j'étais amoureux, devoir être si douce. Mais en réalité, quand on peut le dire, ou bien cela est devenu indifférent, ou bien l'habitude n'a pas émoussé la tendresse, mais elle en a changé les douceurs en douleur. Le mensonge est bien peu de chose. Nous vivons au milieu de lui sans faire qu'en sourire. Nous le pratiquons sans croire faire mal à personne, mais la jalousie en souffre et voit plus qu'il ne cache. Souvent notre amie refuse de passer la soirée avec nous et va au théâtre tout simplement pour que nous ne voyions pas qu'elle a mauvaise mine. Comme bien souvent, elle reste aveugle à ce que cache la vérité. Mais elle ne peut rien obtenir, car celles qui jurent ne pas mentir refuseraient sous le couteau de confesser leur caractère. Je savais que moi seul pouvais dire de cette façon-là Albertine à André. Et pourtant, pour Albertine, pour André et pour moi-même,
Je sentais que je n'étais rien, et je comprenais l'impossibilité où se heurte l'amour. Nous nous imaginons qu'il a pour objet un être qui peut être couché devant nous, enfermé dans un corps, hélas. Il est l'extension de cet être à tous les points de l'espace et du temps que cet être a occupé et occupera. Si nous ne possédons pas son contact avec tel lieu, avec telle heure, nous ne le possédons pas. Or, nous ne pouvons toucher tous ces points. Si encore ils nous étaient désignés, peut-être pourrions-nous nous étendre jusqu'à eux, mais nous tâtonnons sans les trouver. De là la défiance, la jalousie, les persécutions. Nous perdons un temps précieux sur une piste absurde et nous passons, sans le soupçonner, à côté du vrai. Mais déjà, une des divinités irascibles, aux servantes vertigineusement agiles, s'irritait non plus que je parlasse, mais que je ne dise rien. « Mais voyons, c'est libre. Depuis le temps que vous êtes en communication, je vais vous couper. » Mais elle n'en fit rien, et tout en suscitant la présence d'André, l'enveloppa, en grand poète qui est toujours une demoiselle du téléphone, de l'atmosphère particulière à la demeure, au quartier, à la vie même de l'amie d'Albertine. « C'est vous ?» me dit André, dont la voix était projetée jusqu'à moi avec une vitesse instantanée par la déesse qui a le privilège de rendre les sons plus rapides que l'éclair. « Écoutez, répondis-je, allez où vous voudrez, n'importe où, excepté chez Madame Verdurin. Il faut à tout prix en éloigner demain Albertine. » C'est que justement, elle doit y aller demain. Ah. Mais j'étais obligé d'interrompre un instant et de faire des gestes menaçants, car si Françoise continuait, comme si c'eût été quelque chose d'aussi désagréable que la vaccine ou d'aussi périlleux que l'aéroplane, à ne pas vouloir apprendre à téléphoner, ce qui nous eût déchargé des communications qu'elle pouvait connaître sans inconvénient, en revanche, elle entrait immédiatement chez moi dès que j'étais en train d'en faire d'assez secrètes pour que je tinsse particulièrement à les lui cacher. Quand elle fut enfin sortie de la chambre, non sans s'être attardée à emporter divers objets qui étaient depuis la veille, et eussent pu y rester sans gêner le moins du monde, 1 heure de plus, et pour remettre dans le feu une bûche rendue bien inutile par la chaleur brûlante que me donnait la présence de l'intruse et la peur de me voir coupé par la demoiselle. « Pardonnez-moi, dis-je à André, j'ai été dérangé. C'est absolument sûr qu'elle doit aller demain chez les Verdurin ?»« Absolument, mais je peux lui dire que cela vous ennuie. »« Non, au contraire. Ce qui est possible, c'est que je vienne avec vous. »« Ah !» fit André d'une voix ennuyée et comme effrayée de mon audace, qui ne fit du reste que s'en affermir. « Alors, je vous quitte et pardon de vous avoir dérangé pour rien. »« Mais non, dit André, et comme maintenant l'usage du téléphone était devenu courant, autour de lui s'était développé l'enjolivement de phrases spéciales, comme jadis autour des thés, elle ajouta « Cela m'a fait grand plaisir d'entendre votre voix. » J'aurais pu en dire autant, et plus véridiquement qu'André, car je venais d'être infiniment sensible à sa voix, n'ayant jamais remarqué jusque-là qu'elle était si différente des autres. Alors je me rappelais d'autres voix encore, des voix de femmes surtout, les unes ralenties par la précision d'une question et l'attention de l'esprit, d'autres essoufflées, même interrompues par le flot lyrique de ce qu'elles racontent. Je me rappelais une à une la voix de chacune des jeunes filles que j'avais connues à Balbec, puis de Gilberte, puis de ma grand-mère, puis de Madame de Guermantes. Je les trouvais toutes dissemblables, moulées sur un langage particulier à chacune, jouant toutes sur un instrument différent, et je me dis quel maigre concert doivent donner au paradis les 3 ou 4 anges musiciens des vieux peintres, quand je voyais s'élever vers Dieu par dizaines, par centaines, par milliers, l'harmonieuse et multisonore salutation de toutes les voix. Je ne quittai pas le téléphone sans remercier en quelques mots propitiatoires celle qui règne sur la vitesse des sons d'avoir bien voulu user en faveur de mes humbles paroles d'un pouvoir qui les rendait 100 fois plus rapides que le tonnerre. Mais mes actions de grâce restèrent sans autre réponse que d'être coupées. Quand Albertine revint dans ma chambre, elle avait une robe de satin noir qui contribuait à la rendre plus pâle, à faire d'elle la Parisienne blême, ardente, étiolée par le manque d'air, l'atmosphère des foules et peut-être l'habitude du vice, et dont les yeux semblaient plus inquiets parce que ne les égayait pas la rougeur des joues. « Devinez, lui dis-je, à qui je viens téléphoner. »« À André. »« À André ?
s'écria Albertine sur un ton bruyant, étonné, ému, qu'une nouvelle aussi simple ne comportait pas. « J'espère qu'elle a pensé à vous dire que nous avions rencontré Madame Verdurin l'autre jour. »« Madame Verdurin, je me rappelle pas, » répondis-je en ayant l'air de penser à autre chose, à la fois pour sembler indifférent à cette rencontre et pour ne pas trahir André qui m'avait dit où Albertine irait le lendemain. Mais qui sait si elle-même, André, ne me trahissait pas, si demain elle ne raconterait pas à Albertine que je lui avais demandé de l'empêcher coûte que coûte d'aller chez les Verdurin, et si elle ne lui avait pas déjà révélé que je lui avais fait plusieurs fois des recommandations analogues. Elle m'avait affirmé ne les avoir jamais répétées, mais la valeur de cette affirmation était balancée dans mon esprit par l'impression que depuis quelque temps s'était retirée du visage d'Albertine la confiance qu'elle avait eue si longtemps en moi. La souffrance dans l'amour cesse par instants, mais pour reprendre d'une façon différente, nous pleurons de voir celle que nous aimons ne plus avoir avec nous ces élans de sympathie, ces avances amoureuses du début. Nous souffrons plus encore que, les ayant perdus pour nous, elle les retrouve pour d'autres. Puis de cette souffrance-là, nous sommes distraits par un mal nouveau, plus atroce, le soupçon qu'elle nous a menti sur sa soirée de la veille, où elle nous a trompés sans doute. Ce soupçon-là aussi se dissipe. La gentillesse que nous montre notre ami nous apaise. Mais alors un mot oublié nous revient à l'esprit. On nous a dit qu'elle était ardente au plaisir. Or nous ne l'avons connue que calme. Nous essayons de nous représenter ce que furent ses frénésies avec d'autres. Nous sentons le peu que nous sommes pour elle. Nous remarquons un air d'ennui, de nostalgie, de tristesse pendant que nous parlons. Nous remarquons comme un ciel noir les robes négligées qu'elle met quand elle est avec nous, gardant pour les autres celles avec lesquelles, au commencement, elle cherchait à nous éblouir. Si au contraire elle est tendre, quelle joie, un instant. Mais en voyant cette petite langue tirée comme pour un appel des yeux, nous pensons à celle à qui il était si souvent adressé que, même peut-être auprès de moi, sans qu'Albertine pensât à elle, il était demeuré à cause d'une trop longue habitude un signe machinal. Puis le sentiment que nous l'ennuyions revient. Mais brusquement cette souffrance tombe à peu de choses, en pensant à l'inconnu malfaisant de sa vie, aux lieux impossibles à connaître où elle a été, et peut-être encore dans les heures où nous ne sommes pas près d'elle, si même elle ne projette pas d'y vivre définitivement, ces lieux où elle est loin de nous, pas à nous, plus heureuse qu'avec nous. Tels sont les feux tournants de la jalousie. La jalousie est aussi un démon qui ne peut être exorcisé et reparaît toujours, incarné sous une nouvelle forme. Fussions-nous arrivés à les exterminer toutes, à garder perpétuellement celles que nous aimons, l'esprit du mal prendrait alors une autre forme, plus pathétique encore, le désespoir de n'avoir obtenu la fidélité que par force, le désespoir de n'être pas aimé. Entre Albertine et moi, il y avait sans doute l'obstacle d'un silence, fait sans doute des griefs qu'elle taisait parce qu'elle les jugeait irréparables. Si douce qu'Albertine fut certains soirs, elle n'avait plus de ces mouvements spontanés que je lui avais connus à Balbec quand elle me disait « Ce que vous êtes gentil tout de même », et que le fond de son cœur semblait venir à moi sans la réserve d'aucun des griefs qu'elle avait maintenant et qu'elle taisait, parce qu'elle les jugeait sans doute irréparables, impossibles à oublier, inavoués, mais qui n'en mettait pas moins entre elle et moi la prudence significative de ses paroles ou l'intervalle d'un infranchissable silence. « Et peut-on savoir pourquoi vous avez téléphoné à André ?» Pour lui demander si cela ne la contrarierait pas que je me joigne à vous demain et que j'aille ainsi faire aux Verdurin la visite que je leur promets depuis la Raspelière. Comme vous voudrez. Mais je vous préviens qu'il y a un brouillard atroce ce soir et qu'il y en aura sûrement encore demain. Je vous dis cela parce que je ne voudrais pas que cela vous fasse mal. Vous pensez bien que, pour moi, je préfère que vous veniez avec nous. Du reste, ajouta-t-elle d'un air préoccupé, je ne sais pas du tout si j'irai chez les Verdurin. Ils m'ont fait tant de gentillesse qu'au fond je devrais. Après vous, c'est encore des gens qui ont été les meilleurs pour moi, mais il n'y a rien qui me déplaise chez eux.
Il faut absolument que j'aille au bon marché ou aux trois quartiers acheter une guimpe blanche, car cette robe est trop noire. » Laisser Albertine aller seule dans un grand magasin parcouru par tant de gens qu'on frôle, pourvu de tant d'issues qu'on peut dire qu'à la sortie on n'a pas réussi à trouver sa voiture qui attendait plus loin, j'étais bien décidé à n'y pas consentir, mais